Avec 2 films produits et un 3e en cours, Fast and Furious était une franchise en devenir. C'est amusant et ça respire la fraîcheur. Ouais, t'es pas venu pour rien. Et le 3e volet approchait. Le vrai défi n'était plus le box-office, mais de faire encore au-dessus de ses moyens. La mission de Justin était de faire une ouverture à la James Bond. Avec un nouveau réalisateur, Seigneur, il y a tellement plus de pression. en mettant l'accent sur les voitures. Il voulait voir si les vedettes pouvaient être les voitures. Eh bien... Les 3e et 4e volets devaient sortir des sentiers battus, Ça semblait un peu scandaleux. enfreindre la loi On avait un réalisateur désigné pour se faire arrêter. et trouver un moyen de toujours repousser les limites, C'était dingue. d'aller plus vite Donnons-leur la suite qu'ils n'ont jamais eue. et toujours plus haut, C'était quelque chose. quitte à en faire trop. On a envoyé Tommy Harper à l'hôpital. L'une des pires expériences de ma vie. Oh, et il y avait la petite question de la résurrection des morts. Quand ils ont dit qu'ils voulaient le faire revenir, on s'est tous demandé comment ça allait être possible. Après le retour en demi-teinte au box-office de Too Fast, Too Furious, Universal décide de repartir de zéro avec une toute nouvelle équipe créative. Le studio lance un appel d'offres pour le scénario. Et Chris Morgan a rejoint l'équipe. Universal apprécie la nouvelle vision audacieuse de Chris, qui emmène l'histoire loin des rues de New York. Le pitch de Chris Morgan était de construire le film autour de Dominic Toretto, qui se rend au Japon et qui venge la mort d'un ami. Et pendant qu'il y est, Il en apprend plus sur le monde du drift et sur cette sous-culture au sein de la course de rue au Japon. et évidemment, Dom ne peut s'empêcher d'y prendre part. Chris Morgan s'inspire de vidéos du Japon qu'il présente à Universal. Le studio apprécie ces images, mais se pose une question. Drift? Comment ça, drift? Le drift. L'art d'avancer en travers et de brûler de la gomme sans perdre le contrôle de la voiture. Le drift remonte aux années 90 au Japon. Où il a été rendu populaire par un pilote en particulier. Tsuchiya. Voici le double vainqueur du Mans, Keiichi Tsuchiya, alias Drift King. Il était pilote de course et lorsqu'il menait avec beaucoup d'avance, il fêtait ça en driftant dans les derniers virages. Évidemment, le drift existe depuis qu'on a inventé le pneu, mais il a transformé ça en sport. Universal accepte d'orienter le film sur le drift. Il y avait cette mode du drift au Japon, donc on voulait en tirer parti. Mais il reste un problème, l'argent. Le pitch original de Chris Morgan coûtait beaucoup trop cher. Donc ils l'ont rappelé pour lui dire que le drift pouvait rester, mais qu'il fallait changer l'histoire. L'histoire doit être modifiée, parce qu'aucune star de la franchise ne voulait revenir. L'idée de reprendre Paul Walker était encore moins probable que de reprendre Vin ou les autres. Et même s'il était disponible, Universal n'est pas certain de le vouloir. La rumeur courait qu'il était trop vieux pour continuer une franchise basée sur lui. D'un point de vue démographique, ces films étaient pour une génération plus jeune. Les producteurs n'ont plus leurs stars habituelles, mais ils n'ont également plus le même budget. Ils voulaient en faire un film à 10 millions de budget pour une sortie directement en DVD. Ce serait donc un Fast and Furious Junior. Tokyo Drift est une version adolescente de Fast and Furious. Et les mecs, pourquoi vous réglez pas ça au volant? Centré sur un lycéen d'Arizona, Sean Boswell, Work avec les papiers sur la table. qui se retrouve en difficulté après des travaux de rénovation non prévus. Vous auriez pas une copie de ça? Mais l'Arizona est très loin de Tokyo. Le script prend donc un virage à 180 degrés. Alors, on va dans quel bled cette fois? Parti vivre chez son père, Je t'interdis de regarder de près ou de loin la moindre voiture. Sean s'imprègne de la culture locale et se lance dans le drift. Alors, allons courir. Il doit trouver un mentor. Assis-toi. Le personnage de Han lui montrera les ficelles. Pour finalement se construire sa propre famille, comme l'a fait Brian dans le film original, au sein de la communauté automobile. Rire génial, pas vrai? L'histoire de l'individu perdu qui trouve une sorte de famille est présente dans tous les films.
Mais c'est à un nouveau réalisateur d'assembler toutes les pièces du puzzle. Justin Lin avait signé. Il était connu pour son film indépendant Better Luck Tomorrow. Stop jerking off, let's go. Better Luck Tomorrow était une sorte des affranchis de Justin. Il venait de sortir de l'école de cinéma. C'était son premier film. Ce qui le mène à son premier film en studio, Annapolis, où il travaille avec 2 membres de la famille Fast and Furious. Jordana Brewster Give me 20. et Tyrese. C'était une chance incroyable pour Justin. Fast and Furious 3 sera son plus gros film. Il fait donc appel à des gens de confiance. Il aimait être entouré de personnes créatives sur lesquelles il pouvait compter. Des personnes comme le monteur Fred Raskin, Parmi le groupe de Justin, nous étions relativement jeunes. l'ingénieur du son Peter Brown Je lui dis qu'il devait absolument faire Fast and Furious. et l'assistant monteur Greg Doria. Justin est un homme très loyal. Ils avaient tous travaillé sur Annapolis. Un jour, alors qu'on travaillait, Justin est venu nous montrer des images de drift sur un DVD. Et ça m'a terrifié. Tokyo Drift était un sacré morceau. Seigneur, il y avait tellement plus de pression. C'est également un changement pour la star montante qui incarne le rôle principal. J'avais 24 ans et j'étais probablement trop confiant, arrogant et mal élevé. Et ça s'est ressenti dans mon personnage. La caisse, on s'en fout. C'est le pilote qui compte. Ça semblait évident que Lucas Black serait Sean Boswell. Et s'il a été connu pour son rôle dans Sling Blade, Like play football? Sling Blade avec Billy Bob Thornton est le film qui a lancé ma carrière. c'est son rôle dans Jared que le studio remarque. Universal le voulait suite à sa performance dans Jared. Il me faisait suffisamment confiance pour m'engager sans même me faire passer d'audition. Il pensait que j'étais parfait pour le rôle. Mais pour un film se déroulant dans la rue, Tokyo Drift a besoin de crédibilité. Et cela passe par la musique. Une merveille, faut voir l'engin. Avec Bow Wow, c'est le 3e film consécutif où un personnage secondaire est joué par un vrai rappeur. T'as intérêt à te mettre dans la file. Voilà, t'as raison. Tout le monde a vu, ouais. Ils avaient fait une grande partie de la bande originale des 2 premiers films. La musique de la culture des courses de rue était vraiment importante. Bow Wow joue le rôle de Twinkie. Laisse-moi conduire et on verra. Et ils avaient un autre rôle dans le film. Il y avait un personnage appelé Phoenix. Justin connaît l'acteur idéal pour ce rôle. Sung Kang a joué dans Better Luck Tomorrow. Justin adorait Sung. Il voulait retravailler avec lui. C'est un acteur qui n'avait encore jamais eu un grand rôle. Universal accepte, mais Sung Kang ne jouera pas le rôle de Phoenix. Le studio lui taille un rôle sur mesure. Et Sung Kang incarne une nouvelle fois le personnage de... Le nom est le même, le personnage aussi. Ce n'est pas juste un clin d'œil à Better Luck Tomorrow. C'est le même personnage. T'as besoin de moi. Quelques modifications sont nécessaires pour que Han soit plus adapté à Hollywood. Si vous avez vu Better Luck Tomorrow, le personnage de Han fume beaucoup. Vous savez maintenant pourquoi il grignote autant. C'est parce qu'il a arrêté de fumer et qu'il grignote à la place. Le studio a recruté ses acteurs, reste à trouver les voitures qu'ils conduiront. C'est avec ça que vous courez. Les voitures ne sont pas vraiment faites pour une conduite extrême. On les crée en 9 exemplaires pour leur apparence et pour qu'elles tiennent quelques prises. Pour ce film, on en crée 5 et l'argent économisé servait à en construire 2 vraiment performantes parce qu'elles devaient avoir certaines caractéristiques. On voulait que les voitures soient les stars. Si les voitures de Tokyo Drift étaient des acteurs, leur cachet serait supérieur à celui de Vin Diesel. Le budget voiture devait être de 15 millions de dollars. 15 millions juste pour les voitures, alors que le studio avait dit... Un film à 10 millions de dollars de budget pour une sortie directement en DVD. Entre-temps, ils ont compris que le pari serait rentable. Ils portent donc le budget à 85 millions. L'équipe a désormais les moyens de faire ça, ça, et même ça. Et soudain... Il y avait beaucoup d'argent à dépenser. Et ils ne s'en privent pas. Le tournage de Victorville en Californie en octobre 2005 dépasse toutes leurs espérances. On a fait une immense course-poursuite pendant plusieurs semaines. Voilà le temps que prend la réalisation de la scène d'action d'ouverture, avec rien d'autre que du pilotage et des effets pratiques. Comme par exemple... Une Monte Carlo qui traverse une maison.
La scène d'ouverture donne le ton du film et montre le visage de mon personnage. On a demandé à l'équipe de construction de créer un passage. Nous, on a construit la rampe et le cascadeur est passé à travers. Enchaîné avec un tonneau de la Monte Carlo. Et si ce tonneau est impressionnant, la vraie magie se passe à l'intérieur. La voiture était traversée par un long tube. Il la faisait tourner comme un poulet rôti. Et il y avait tous ces déchets. C'est une de mes scènes préférées. Réaliser ces cascades est un jeu d'enfant comparé au casse-tête administratif du Japon. C'est très compliqué d'obtenir une autorisation de tournage au Japon. D'autant plus que ces scènes enfreignent le code de la route et même la loi. Beaucoup de tournages étaient totalement illégaux. Le Japon est peut-être le berceau du drift, mais Tokyo est la dernière ville dans laquelle une équipe souhaiterait filmer des voitures en pleine rue. Ils n'ont pas obtenu d'autorisation pour filmer Tokyo Drift. Surtout en le faisant de cette manière. Beaucoup de tournages étaient totalement illégaux. Chaque fois qu'ils tournaient dans des zones fréquentées, comme au carrefour de Shibuya, ils savaient qu'à partir du moment où ils sortaient les caméras, ils avaient probablement 20 minutes avant que la police arrive. La police voyait qu'un tournage avait lieu et elle arrêtait le réalisateur. On ne pouvait pas perdre Justin Lin parce que la production s'arrêterait. Donc, on avait désigné un réalisateur japonais sur le plateau pour qu'il soit arrêté si besoin. C'était dément. Les autorisations ne sont pas un problème à Los Angeles, où un simple parking est transformé en circuit. 95% du film a été tourné aux États-Unis. Et ça ne se voit pas. Le garage est dans l'Illinois. Mais piloter et drifter dans des espaces clos nécessite de faire appel au meilleur cascadeur d'Hollywood. Et en 2005, le meilleur, c'est lui. Ouais. Et lui. C'était une grande occasion. Samuel vient d'un endroit où conduire et drifter sont souvent la même chose. J'ai grandi dans le nord de la Suède, autour du cercle arctique. On avait de la neige 7 mois dans l'année. Mon père m'a laissé conduire très jeune sur des lacs glacés qu'on transformait en circuit. La voiture glissait constamment, donc c'était presque du drift. J'ai appris ça quand j'avais 8 ou 9 ans. Samuel était pilote d'essai pour Volvo, mais il a préféré le monde du cinéma. J'ai toujours eu l'envie de faire des cascades à Hollywood. Donc j'ai quitté mon travail, j'ai tout vendu et je me suis installé ici. De son côté, la carrière de Tanner se passait littéralement sur la glace. J'étais instructeur de pilotage sur glace. J'adorais glisser et contrôler la voiture. Tous les deux sont qualifiés pour doubler les acteurs principaux, à condition de se teindre les cheveux. Alors allons courir. Et s'il est simple de doubler des acteurs sur les plans larges, un petit tour de passe-passe s'impose pour les plans d'intérieur. J'étais assis sur le siège gauche avec un petit volant et l'acteur était assis à côté et faisait semblant. Mais le garçon d'Alabama ne veut pas faire semblant. J'ai pu apprendre le drift avant de commencer le tournage. J'ai senti que j'apprenais vite. Donc pendant toute la durée du tournage, je disais à Justin Lin que j'étais capable de faire les scènes. Mais il me disait que c'était compliqué. Justin a raison. Certaines scènes furent jugées si risquées qu'elles n'auraient pas pu être tournées du tout. Il drift à cette distance du mur. Je voulais le filmer en plusieurs fois pour ensuite assembler les images, mais Tanner a dit qu'il pouvait le faire. Je n'étais pas sûr, je ne voulais pas détruire la voiture. Et il a drifté 3 fois à cette distance du mur. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il est possible de faire en drift en toute sécurité. Lucas compte bien le découvrir par lui-même. Je m'éclipsais pendant le tournage. Je grimpais dans la voiture, je récupérais les clés dans le pare-soleil et j'allais sur le parking d'Universal pour m'entraîner à drifter. Ils tournaient Desperate Housewives juste à côté et ils entendaient mes pneus crisser. Les gens criaient « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et moi je rigolais tout le temps. Pendant que Lucas teste la patience des voisins sur les parkings d'Universal, les cascadeurs testent leurs propres limites. La reconstitution de l'un des lieux les plus emblématiques de Tokyo est une tâche de titan. Le carrefour de Shibuya. Je suis sûr qu'ils auraient adoré qu'on drift là-bas, mais c'était pas possible. Connu pour sa circulation folle, le carrefour est reproduit dans un endroit plus calme. C'était le parking d'une église, derrière un centre commercial. L'endroit est certes plus sûr, mais il manque l'ambiance unique de Tokyo.
Ils ont installé des lumières sur des conteneurs. Il y avait 3 ou 4 étages pour essayer de reproduire les lumières qui se reflètent au sol et sur les visages. Et quand la reconstitution touche à ses limites, l'équipe fait appel aux effets spéciaux. Ils ont utilisé des effets spéciaux pour créer des rues et des bâtiments. On a quasiment tout réalisé nous-mêmes. Il n'y a que quelques scènes où ils ont intégré les voitures numériquement. Même les caméramans brûlent de la gomme. Ils avaient ce super karting avec une caméra intégrée. Ils roulaient à travers la foule et offraient une sensation unique. Créant une vraie frénésie. Jusqu'à l'un des moments clés du film, le dérapage ultime. L'idée, c'était de drifter à travers tout un quartier et de tirer à travers la fenêtre. Et ils ne se sont pas contentés d'attacher une voiture à des chaînes pour la tirer sur le côté dans tout le quartier. Les cascadeurs vont devoir redoubler d'imagination et de compétences. On a dû trouver quelque chose sur place. L'idée de Tanner et Samuel est assez inattendue. Tanner était dans la Nissan et moi dans la Mazda. Il allait me rentrer dedans et on irait en marche arrière. Une marche arrière à 100 km/h. Une danse mortelle de drift. Et il y a le tir dans le pare-brise. Han dérape dans l'intersection et se fait percuter. Une danse peut être un peu trop mortelle pour l'un des personnages. La mort de Han est l'un des événements les plus dramatiques de la franchise. Elle affecte largement le public. En revanche, ce qui affectait l'équipe, c'était qu'on tournait toutes les nuits. Soudain, un des personnages clés disparaît de l'histoire. Ils se sont dit, d'accord, le personnage est mort. Mort, mais pas forcément parti pour toujours. Pendant que le tournage continue, l'acteur principal finit enfin par convaincre le réalisateur de le laisser piloter. J'ai dit à Justin de grimper dans la voiture avec moi et j'ai commencé à drifter. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je voulais lui montrer que je savais drifter. Il m'a dit, d'accord, il y a une scène où ton personnage apprend à drifter dans les montagnes. Quand on y sera, tu pourras piloter. Donc c'est vraiment moi qui drift à ce moment. C'est un rêve qui se réalisait. J'ai pu drifter. Mais la scène de drift la plus importante est confiée aux professionnels. Elle se déroule dans le canyon San Gabriel. Descendre cette montagne n'était pas une mince affaire. Il n'y avait pas d'effets spéciaux. Si on tombait de ce ravin, c'était terminé. Quand la voiture drift, elle accélère. Donc la pente multipliait le danger. On était à l'arrière d'un barrage avec des routes en zigzag. La pente était très raide et parfois, les roues se retrouvaient au bord du vide. Ces petites routes étroites donnant sur un ravin étaient vraiment dangereuses. Ce pilotage spectaculaire est certes rapide, mais il manque un petit quelque chose pour le rendre furieux. Je m'occupe de tous les sons, excepté la musique. Le travail de Peter implique toutefois une sorte de musique. Il doit trouver les notes correctes, ces notes-là. Justin savait que tous les feux de voiture allaient voir ce film, donc on devait s'assurer d'avoir les bons bruits de moteur pour chaque voiture du film. Si vous allez enregistrer le bruit de votre voiture, vous verrez que ça ressemblera à un sèche-cheveux ou un ventilateur. Donc les moteurs des voitures qu'on enregistrait devaient être les plus extravagants possibles. La production doit donc partir à la recherche des moteurs les plus puissants. Si la voiture n'avait pas au moins 500 chevaux et ne roulait pas au kérosène, ça ne nous intéressait pas. Dans un film sur le drift, les glisses doivent être plus que des dérapages. Le designer sonore Peter Brown les améliore en ajoutant un cri ou un fauve. Ou même ça. Le bruit de la raclette sur la porte de la douche. En le faisant correctement, ça ressemble à un dérapage. Mais même les films bruyants ont besoin de leur moment de calme. Quand on était petit, on venait souvent ici. Avant même de savoir conduire, on séchait les cours. Même si la subtilité est un peu exagérée. C'est la seule séquence qui n'est pas réaliste. Quand on drift... En réalité, le bruit est... Laissons Fred expliquer. Le bruit du moteur et des pneus est si fort qu'il est impossible de discuter. Mais pour le bien de cette scène, ça nous semblait bien d'ignorer cette réalité. Le monteur Fred Raskin est recruté pour ses capacités à monter ce genre de scène.
Universal avait aussi Dallas Pruitt, qui avait travaillé sur Fast and Furious 2. Il allait monter le film avec moi, il devait s'occuper des scènes d'action et moi de tout le reste. Mais Dallas finit par quitter le projet. Littéralement, le lendemain de son départ, la grosse course-poursuite de Tokyo devait être montée. Il ne restait plus qu'un seul monteur et c'était moi. Même si personne ne voulait que je m'occupe des scènes d'action, j'ai dû m'y coller. C'est une de mes séquences préférées du film, parce qu'on voit le vrai caractère des personnages. C'est amusant, mais on est aussi inquiet pour eux. Et il y a la scène de la mort et les émotions qu'elle provoque. Pour voir si les émotions passent et si l'action est appréciée, le film est présenté à des audiences test. L'ensemble fut bien reçu, mais avec un bémol. Tout se joue sur la fin du film. La fin originale était assez différente de celle que l'on connaît. Dans la fin originale, après la défaite de Takashi, les héros se demandent ce qu'ils vont faire ensuite. Quelqu'un dit, si Han t'avait vu gagner, il aurait été fier. Et ils driftent vers le soleil couchant. Les audiences n'ont pas apprécié la fin. Autrement dit, la fin de Han. Il y avait un élément triste qui laissait le film sur une note négative. Mais les projections test révèlent un plus gros problème, qu'aucun montage ne peut réparer. Les audiences ont dit, c'est un Fast and Furious. Où sont Vin Diesel et Paul Walker? Et s'il existait un moyen de satisfaire l'audience? Comment faire pour avoir Vin? Apparemment, en lançant un dé à 20 faces. Vin Diesel adore Donjons et Dragons. Justin est allé chez Vin pour essayer de le convaincre de faire une apparition. Ils ont discuté et ils ont peut-être joué à Donjons et Dragons, ce qui a dirigé la discussion vers la mythologie. Pour Vin Diesel, ce jeu a une grande influence sur la construction d'un monde et d'une franchise. Ils ont passé des heures à discuter des origines du personnage de Dominic Toretto, qui il pouvait être, s'il pouvait faire un retour dans la franchise. Justin se montre convaincant. Vin a accepté de faire une apparition. Et Vin demande une contrepartie de taille. Il a négocié les droits du personnage Riddick. Celui-là. Et pas Dominic Toretto, parce que... Le studio avait les droits des deux personnages. Pitch Black est sorti avant Fast and Furious, puis ils ont fait les chroniques de Riddick. Il voulait continuer de jouer ce personnage et continuer ses films. Donc il a dit, vous vendez les droits de production de Riddick à mon entreprise. La société One Race Productions, fondée avec sa sœur Samantha pour produire des projets auxquels il croit. Il faut admirer le génie de One Race Productions. Ce n'est pas juste un clin d'œil à sa carrière dans Fast and Furious, c'est aussi sa vision personnelle. On ne voit pas le monde à travers des yeux de blanc, de noir, d'asiatique ou d'hispanique. On voit le monde à travers les yeux de la race humaine. Et avec cette vision globale, il décide de faire une apparition dans Tokyo Drift et de voir ce qui se passera ensuite. Tous ces éléments pour ce mouvement de tête et cette réplique. Jolie caisse. Je l'ai piqué à mon vieux frère Han en courant contre lui. Parmi les plus lucratifs d'Hollywood. Avant ça, il n'y avait aucun lien avec les deux premiers films. C'est une victoire pour Vin, mais cela aiderait-il le film? Lors de la projection, quand Vin est apparu à l'écran, l'audience a applaudi en masse. Je n'ai jamais vu un film transformé à ce point par l'apparition d'un seul acteur. Personne ne l'avait vu venir, ils sont devenus fous. Ce fut une grande leçon sur le pouvoir des stars. Une leçon qu'Universal a pris trop tard. Il n'a pas été bien reçu. Il a généré un peu plus de 150 millions de dollars. Le fait qu'il ait rapporté autant témoigne de la force des fans et de leur désir d'en savoir toujours plus sur ce monde. C'est pas des courses de 10 secondes qu'on fait ici. T'inquiète, j'ai tout mon temps. L'apparition de Vin évite au film de sortir directement en DVD. Et elle sauve peut-être même la franchise. Cette apparition est le fil conducteur auquel les fans se sont accrochés. C'est un peu ce qui a sauvé la franchise. Le studio a bien reçu le message des fans. Universal pensait qu'il y avait encore de l'argent à faire. Il y avait toujours un engagement du public. Mais ça n'avait pas eu assez de succès pour que le studio demande à Justin de recommencer. Pour satisfaire les fans, le studio va devoir se montrer créatif. Sung en avait fini avec la franchise puisqu'il avait été tué dans Tokyo Drift. Et Justin avait décidé d'arrêter même s'il avait apprécié l'expérience.
Tokyo Drift a perdu à la fois l'un de ses meilleurs personnages et son réalisateur. Universal a essayé de convaincre Justin Lin de refaire un film. Un événement pour le moins fortuit va sauver la franchise. Justin et Sung se rendaient à San Francisco et ils se sont arrêtés pour manger quelque part, à Arby's. Et un groupe de fans les a entourés parce qu'il était content de voir Han. Ils disaient « Han, Han !» Ils étaient tellement excités de voir Sung Kang que ça a surpris Justin. Et il a réalisé que Han était un personnage fascinant, que les fans trouvaient génial. Et ils étaient dévastés par sa mort. Ils ont repris la route et Justin a réfléchi à tout ça. Et il a dit à Sung « Quel dommage que Han soit mort !» Et Sung a répondu « Est-ce qu'il doit vraiment être mort ?» C'est à ce moment-là que Justin s'est dit « D'accord, je vais faire revivre Han. » T'es complètement cinglé, hein? Han est mort, ok? Tel le Lazare de la course illégale, Han sera donc ressuscité. Y a-t-il un moyen de contourner le fait que je l'ai tué? Et Justin Lin décida qu'il pouvait réaliser ce miracle. Et il a appelé Universal pour dire qu'il était partant pour un 4e film. Universal a engagé Justin Lin pour réaliser le 4e film. Justin m'a appelé pour me dire « Allez, on en refait un avec Vin Diesel ». Le fils prodigue est de retour en tant qu'acteur et producteur. Alors, À la fin du 3e film, tout le monde s'est dit « Vin est de retour ». Vin est de la partie. Ramener Dom à la fin du film a eu un effet vraiment galvanisant. Les fans, le public, avaient vraiment hâte de voir ce qui allait se passer dans l'avenir de la franchise. La bande au complet se retrouve pour une petite réunion de famille. Vin est de retour, Paul aussi. Tout le monde était là pour le 4. Cette nourriture, cette famille. C'est à ce moment-là qu'est née la réplique de « la famille ». Famille. Je sais que vous étiez une famille. Dans les derniers films, dont la plupart ont été réalisés par Justin Lin, tout est thématique. Rien n'a d'importance si tu suis pas un code. La famille reste ensemble et reste unie, il y a une vraie notion de loyauté. Ça fait penser au premier film. Il existe 2 sortes de familles, Brian. Pour le 4e film, l'objectif était de donner aux fans la suite qu'ils n'avaient jamais eue du film original. Mais pour accueillir le retour de Dominique Toretto et des autres, des modifications s'imposent. Justin a dit « D'accord, on va faire revivre tout le casting original. Mais avec un petit détail en plus. Oh, et je vais tuer l'un des personnages principaux de la franchise. » Elle est là. Letty serait sacrifiée. Justin m'avait informé très tôt que Letty allait mourir. Justin fait toujours des choix osés. Je me suis dit, Seigneur, waouh! Il voulait vraiment qu'il y ait des enjeux émotionnels dans le film. Et qui n'aime pas un film de vengeance? Cela veut dire que le scénariste Chris Morgan doit nous ramener à l'histoire originale de Fast and Furious. L'idée était de conclure l'histoire de Brian et Dom. T'as devait une caisse qui est dans les 10. À la fin du premier film, Brian donne les clés de la voiture à Dom et il le laisse partir. Il fallait trouver une suite. On trouvera une solution. Dom abandonne Letty, qui croit que la police va les coincer, et ça finit par mener à sa mort. Elle a été tuée. La mort de Letty motive Dom tout le long du film. Pardon pour le retard. Brian travaille toujours pour le FBI. Quand on monte la filière. Ils sont à nouveau réunis. J'ai déjà vu ça quelque part. Peu importe ce qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, Dom et Brian doivent travailler ensemble pour venger la mort de Letty. Tuer un personnage est un jeu d'enfant. Le vrai défi est d'en ressusciter un. Quand ils ont dit qu'ils allaient ramener Han, tout le monde s'est demandé comment ça allait être possible. Parce qu'il n'y avait pas de retour possible. La seule façon de ramener Han était de remonter dans le temps en intégrant un petit préquel. Ok, tout le monde sur le coup. La séquence d'ouverture se produit avant Tokyo Drift. Je nous croyais partis pour braquer une banque. C'est cette scène explosive dans Fast and Furious 4 et le reste du film se déroule après. Et là, il faut que tu tailles la route de ton côté. qui se tourne vers l'avenir pour faire les liens. À Tokyo, ils font des trucs de dingue, il paraît. Ça a rendu les aventures de Dom et Han un peu plus légendaires. L'ouverture est exactement ce que Justin Lin a toujours voulu. Justin voulait faire l'ouverture de James Bond. James Bond.
ce qui signifie une scène d'action aussi spectaculaire qu'improbable. C'était des éléments énormes, comme il n'y en avait jamais eu auparavant dans l'histoire de la franchise. Mick Rogers, responsable des cascades et de la seconde équipe, est de retour aux avant-postes. La séquence d'ouverture a été uniquement réalisée par la seconde équipe. Et Mick a un nouveau jouet. Buick's new Regal. It's trim, it's light, it's affordable. Enfin, pas une Buick classique. On a construit une voiture à l'envers pour qu'elle soit plus maniable. On a pu faire un demi-tour pour continuer en marche arrière et qu'elle saute depuis une plateforme. Et tout ça à 100 km/h. Pas d'effets spéciaux, cette scène était réelle. Tellement réelle que même la citerne a son propre cascadeur. On a construit une citerne pilotable. Un cascadeur dans la citerne pouvait la diriger. Il y avait de l'action dans les premiers films, mais là, c'était un autre niveau. Quitte à faire les choses en grand, autant y aller à fond. On n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. C'est à ce moment que la franchise a pris une direction différente. Et cette citerne qui fait un tonneau n'a pu être réalisée que numériquement. Ce sont des effets spéciaux. Même si ce n'était pas nécessaire. Je savais comment le faire, mais il n'en avait pas envie. La scène finale, quant à elle, se déroule exactement comme Matt Sweeney l'a prévu. When it hits this, there's going to be another small explosion, and the whole thing is going to be moving. L'accident sur la montagne était réel. On a utilisé 8 bidons d'essence de 20 litres. L'explosion était énorme. Et le camion a descendu la montagne en flammes. Si Anne est de retour grâce à un voyage dans le temps, un autre personnage adoré des fans va être expulsé de la franchise contre son gré. Fast and Furious 4 a vu un nouveau membre rejoindre la famille lorsqu'une reine de beauté a fait son entrée, Gisèle. Est-ce que tu fais partie de ces hommes qui préfèrent les voitures aux femmes? Le trésor national d'Israël, Gal Gadot. C'est une ancienne Miss Israël et son expérience devant la caméra était très limitée. C'était ses premiers pas à Hollywood. Elle s'est démarquée. Je n'étais pas surpris que Justin la choisisse. Elle était dans l'armée, donc elle a apporté beaucoup de ténacité et d'authenticité à son personnage. On voyait qu'elle pouvait gérer l'action. Allons-y, allumez vos GPS. Une autre nouveauté dans ce film, la technologie. Veuillez attendre. Chargement de données en cours. La course illégale est de retour et elle vit avec son temps. J'ai fait la voix du GPS. L'assistante monteuse Lee Folsom Boyd laisse son empreinte. Nouvel itinéraire. Tu vas la fermer! C'était amusant. Vous êtes à 4 km 600 de votre destination. On m'a beaucoup demandé des indications GPS. Les meilleurs cascadeurs de la franchise sont également de retour pour Fast and Furious 4. On a fait quelques dérapages dans Los Angeles, mais ce quatrième film se concentrait beaucoup moins sur le pilotage que le troisième, parce que les acteurs portaient le film. Tu le sens bien, ce coup-là? Crois-moi. Mais ces bonnes vieilles cascades à l'ancienne ne sont pas données. La course a dépassé le budget de 2 millions parce qu'elle était mal planifiée. Il y a 3 séquences d'action principales. La première et la dernière avaient été entièrement planifiées avant le tournage, mais pas la course. Beaucoup de séquences d'action ne sont pas écrites en détail dans le script. Quand on prévoit des séquences d'action, l'idée est d'avoir tout le storyboard avant le tournage. Mais la course traversait tellement d'environnements que le scénario évoluait constamment. Et c'est la dernière fois que Justin tourna quelque chose sans l'avoir complètement planifié, parce qu'il a fallu refilmer des scènes plusieurs fois. La scène la plus cruciale doit également être filmée 2 fois, mais pour des raisons différentes. Michelle est tuée très tôt dans le film. Elle a demandé à ce que ce soit tourné de 2 façons différentes. Michelle Rodriguez ne compte pas abandonner son personnage de Letty sans se battre. L'idée ne lui plaisait pas vraiment. Elle a insisté pour garder la possibilité d'un monde où ce n'était pas fini pour Letty. Les gens aimaient son personnage. Elle savait que le public ne serait pas content. Mais la production n'a pas le temps d'y réfléchir. Fast and Furious franchit la frontière des États-Unis. Messieurs, bienvenue au Mexique. Pour la fin du tournage, nous étions à Magdalena, au Mexique. La petite ville de Magdalena est rapidement submergée par l'équipe de Fast and Furious.
Elle était envahie par une équipe de plus de 500 personnes. Et pour un bref moment, une partie d'Hollywood et une partie du Mexique ne font qu'un. Fast and Furious est un grand défenseur des hispaniques, plus que n'importe quelle autre franchise. Et Vin ne les déçoit pas. Pour les habitants de cette petite ville, c'était l'événement d'une vie. Mais la scène la plus impressionnante de Magdalena, celle de la course-poursuite hors de la ville, est filmée en Californie. L'équipe prépare une cascade inédite. Ils chargent des canons à air de 20 litres sur le siège passager de 2 Cadillac et d'un SUV Chevrolet. Les canons sont conçus pour produire 350 tonnes de pression et ainsi projeter la voiture et son pilote dans les airs. Ça devait avoir l'air dangereux, tout en étant complètement sûr. La première partie est la plus simple. Mais pour ce qui est de la sécurité lors du déclenchement des canons, il y a quelques conséquences imprévues. Avec les tonneaux, Tommy Harper a fini à l'hôpital. Par chance, il s'en sort indemne. Il arrive que des choses non voulues se passent. On ne peut jamais en être complètement sûr. Heureusement, la dangereuse course-poursuite qui suit est filmée d'une façon totalement différente. Cette manière de filmer était folle. Les voitures sont en intérieur, derrière des rideaux. Il y avait un rideau pour imiter le tunnel. La séquence du tunnel a été faite dans un hangar. On a explosé une voiture. On en a craché une en plein milieu du tunnel. Les scènes sur fond vert accentuent l'ambiance claustrophobe du tunnel. La majorité des effets spéciaux étaient dans la séquence du tunnel. Il y en avait beaucoup. Ils ont décidé comment les voitures allaient bouger. C'était un défi. Quand la production s'achève en juin 2008, ce problème d'effets spéciaux est l'un des nombreux qu'il fallut résoudre plus vite que prévu. Fast and Furious devait sortir en juillet. Plusieurs monteurs s'attaquent à la montagne d'images. On a commencé avec un délai de 25 semaines et on a réalisé que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Malgré le manque de temps et la pression, le studio avait projeté une partie du film. Fast and Furious allait devenir victime de son succès. Universal a vu qu'avec cette nouvelle direction et les modifications apportées, ça allait fonctionner. Et ils ont déplacé la sortie de juillet à avril. 3 mois plus tôt que la date prévue. Le planning est devenu vraiment compliqué. Les effets spéciaux étaient si difficiles à obtenir qu'on s'est retrouvé au pied du mur. C'était sûrement l'une des pires expériences de ma vie. Avec une date de sortie accélérée, la post-production de Fast and Furious ressemble littéralement à ça. Personne n'aime qu'on lui retire du temps, surtout quand on s'attend à avoir plusieurs semaines en plus. Le film comporte tellement d'effets spéciaux que leur production s'avère presque aussi longue qu'un second tournage. C'était un gros film avec un tas d'effets spéciaux complexes. Et en peu de temps. Il fallait accélérer le planning tout en gardant un très bon rendu. Et comme les cascades, les exploits numériques de la post-production repoussent les limites. La scène d'ouverture avec la citerne était à la limite de ce qu'on pouvait faire en termes d'effets spéciaux pour l'époque. Les cascadeurs ne sont plus les seuls membres de l'équipe à se retrouver en danger. Ça m'a laissé des traces, des cicatrices physiques et mentales. Le trouble de stress post-traumatique. On travaillait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Peu importe le prix, on finirait. Les producteurs et les monteurs campent sur leur lieu de travail. On travaillait tellement en montage que plus personne n'avait de vêtements. Impossible de faire une lessive. Ils travaillaient 24 heures sur 24. Je ne sais pas comment on a réussi. Mais quand on travaille avec quelqu'un de passionné et qui sait ce qu'il veut, on le suit au bout du monde. On disait à Justin que ce n'était humainement pas possible de sortir le film dans les temps. Justin Lin sort de l'ombre à temps pour que Fast and Furious puisse être à l'affiche dans les délais. Universal sentait qu'au lancement, le film pourrait générer 55 millions de dollars, ce qui à l'époque était un très gros chiffre. On peut dire que le 10 avril 2009, une franchise est née.
Malgré une jeunesse chaotique et une famille recomposée, Fast and Furious a finalement trouvé son rythme après 4 films. Et l'aventure n'est pas finie. Je pense que personne ne s'attendait à ce que Fast and Furious 4 soit un tel succès. Les gens étaient enthousiastes pour ce film, encore plus que pour le premier. L'improbable réunion de famille des personnages conquiert le public. Le 4 a été extrêmement mieux reçu que le 2 ou le 3. Les fans et les critiques étaient d'accord. Vous vous connaissiez? Les fans n'arrivaient pas à croire qu'ils avaient trouvé un moyen de réunir Dom et Brian. Il est sorti avec ma frangine. Un moyen qui avait du sens, qui était intéressant et qui terminerait leur arc. La cavale s'est terminée. Ce qui lie les personnages et ce sur quoi l'histoire est basée, c'est la sympathie et la loyauté qu'ils ont l'un envers l'autre. La production s'élève à 85 millions de dollars. Et dès le premier week-end de sa sortie, le film génère plus de 70 millions de bénéfices. À l'époque, c'était un record. Le plus gros week-end d'avril. Et il finit par atteindre 360 millions de dollars à travers le monde. Ça a dépassé toutes les espérances. Dans un monde encore sous le choc d'une crise financière mondiale, c'est une victoire au-delà de toute attente. C'était la validation de tout ce que Justin avait fait. C'était un énorme pas en avant pour la franchise et un beau bénéfice pour le studio. C'est la plus grosse somme qu'ils avaient récoltée avec ces films à l'époque. Ça prouvait que le public voulait voir le casting original et que ça rapportait beaucoup d'argent. C'était sans aucun doute un indice pour la suite à donner. Mais au lieu de jouer la sécurité, Justin et Universal décident de réinventer la franchise une nouvelle fois. Et les membres de l'équipe se disent « Tu crois pas aux revenants ? C'est de la folie, ça ne va jamais marcher. »